Comment peut-il avoir de si grands pieds ? Se demande Léna en regardant les baskets de son fils. Ils viennent de se disputer et elle ignore comment faire pour renouer. Philémon et elle ne sont pas comme des étrangers. Elle le connaît très bien. Elle le comprend parfaitement. Tout ce qu'il a dit est vrai. Il ne se passe jamais rien ici, ni ailleurs. La vie est nulle. On croit à des trucs, mais on a tort. On est toujours déçu. Léna est d'accord sur toute la ligne. Elle pourrait même en rajouter, disposant de quelques désillusions d'avance. Mais elle doit prétendre le contraire, affirmer que le monde est merveilleux et que l'extase n'est qu'une question de volonté. Elle ne peut pas supporter que son fils ait déjà tout compris, comme s'il avait fait le tour de la question. Petit, il était si enthousiaste. « J'adore les carottes !» s'écriait-il devant son assiette au dîner. Quand il chantait à la fête de l'école, on distinguait sa voix par-dessus les autres parce qu'il y mettait tout son cœur. Lorsqu'elle venait le chercher à 4h30, il courait vers elle, bras en croix, et se jetait contre son corps, manquant de la renverser. Aujourd'hui, elle ne voit même pas comment elle pourrait lui effleurer la main. Son fils nihiliste s'est autodéclaré zone interdite depuis plusieurs années déjà. Elle n'a presque aucune idée de ce qu'est devenue sa peau. Elle voudrait dire « Y en a marre. Arrêtons cette comédie. Je suis ta mère, tu es mon fils, je suis vieille et tu es jeune, mais ce n'est pas une raison pour que nous soyons ennemis. Moi aussi, je suis révoltée. Moi aussi, je m'ennuie. » Mais il est indispensable qu'ils demeurent ainsi, chacun dans son rôle. Philémon, tête basse, dos voûté, poing fermé sous les mâchoires. Léna, bien droite sur sa chaise de cuisine, visage penché sur le côté, regard embué, paume tournée vers le ciel dans l'attente d'une réparation. Bon, ben moi, je vais me promener, dit-elle en claquant les mains sur ses cuisses avec une bonne humeur feinte. Les articulations de ses hanches grincent. Comment ai-je pu en arriver là, se demande-t-elle. Philémon ne réagit pas. Il peut rester comme ça des heures. C'est un talent. Dès qu'on franchit le seuil, les poumons se déploient. On ne devrait jamais passer plus d'1 heure d'affilée enfermé dans une maison. Une claque de soleil en pleine face, le crissement des graviers sous les pas, les chants cocasses des oiseaux. Le monde est un tout petit peu merveilleux, songe Léna. Elle a beau se croire aussi nihiliste que son fils, elle s'émeut de chaque nuance de vert, observe les fleurettes jaunes au bord du chemin, se demande avec le plus grand sérieux pourquoi les fleurs sauvages sont si souvent jaunes, beaucoup plus rarement bleues et plus rarement encore rouges. D'où la stupeur et la gratitude face aux champs de coquelicots qui se découpent entre 2 charmes, au loin, en contrebas, comme un cœur qui palpite. À chaque pas, 1 année de moins. Les hanches se huilent, les genoux oublient la rouille de la rotule, le ventre se tend, les épaules s'élargissent, s'ouvrent et s'étirent comme des ailes. Léna court sur le sentier qui dévale vers le ruisseau, coupant la forêt en 2. Au bas de la descente, elle retire ses chaussures et plonge ses pieds dans l'eau tourbeuse. Rien n'est plus doux que l'eau mêlée de tourbe. Les reflets mouvants et cuivrés sont piquetés de taches de soleil perçant la tonnelle des aulnes. Léna joue avec ses orteils. Sur l'autre rive, c'est le début des pâturages. Blés et coquelicots cèdent la place à des prairies grasses, jalonnées de baignoires converties en abreuvoirs pour les vaches. Les pieds mouillés dans ses tennis, Léna poursuit sa promenade au fil du chemin qui monte à présent vers un plateau.
Des nuages violacés ont envahi le ciel. Elle craint l'orage, se rassure en se disant que le soleil passe encore ses longs doigts de miel entre les masses menaçantes. Plus un arbre alentour. Si la foudre s'abat, c'est pour moi, pense-t-elle. Un coup de tonnerre au loin, elle s'assied sur le talus. Au premier éclair, elle se jettera à plat ventre contre la terre. Soudain, elle distingue une forme, un peu plus loin sur le sentier. Une forme qui se déplace avec un drôle de balancement et semble se diriger vers elle. C'est un oiseau, une bestiole plutôt imposante qui marche en se dandinant avec autant de dignité que possible. Pourquoi ce volatile ne vole-t-il pas, se demande Léna, identifiant le promeneur comme un faisan. Col blanc, paillettes claires sur la robe fauve, légère crête de plumes brunes, face rouge au sommet d'un cou vert émeraude, longue queue élégante entravant bien évidemment la démarche. Léna ne bouge pas un cil, de peur d'effrayer l'animal. Mais il n'a pas l'air farouche et continue d'avancer dans sa direction, la regardant droit dans les yeux. Parvenu à 30 centimètres d'elle, il s'ébroue, caquette et s'installe dans l'herbe. Léna n'y croit pas, respire à peine, et sursaute quand, après un profond soupir, le faisan se met à parler. « Beau temps, n'est-ce pas ?» fait-il d'une voix veloutée. Léna tremble. Elle ne comprend pas ce qui arrive. Elle est partagée entre l'urgence de s'enfuir à toutes jambes et le désir d'engager une conversation polie avec la volaille. Mais cette dernière ne lui en laisse pas le temps et enchaîne de la même voix douce et grave. « Je dis beau, parce que j'aime l'orage. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Vous le craignez, je me trompe ?» demande le faisan, en tournant la tête vers Léna avec cette gestuelle un peu brusque et ridicule propre à son espèce. Léna secoue la tête. Vous craignez l'orage, mais vous craignez encore davantage de vous faire aborder par un poulet. Oui, bon, d'accord, un poulet amélioré, mais tout de même. Il se met à rire, sensuel, désinvolte. Je suis un poilu, reprend-il, subitement plus sérieux. Un poilu, s'étonne Léna, enrouée, reconnaissant à peine sa propre voix. Un poilu mort. Mort? Oui, c'est ça. Et réincarné en faisan. Je suis un poilu mort à la guerre de 14, précise-t-il. Pour la première fois depuis leur rencontre, Léna ose dévisager franchement l'animal. « Qu'est-ce que vous faites là ?» dit-elle. « Je vous apparais ?» répond le faisan d'un ton pas tout à fait assez modeste. « Pourquoi ?» ?»« Pour mon apaisement personnel, confie-t-il. Voyez-vous, je suis, comme on dit, une âme en peine. Impossible de trouver le repos. Alors, j'erre et, de temps en temps, j'apparais. »« Qu'est-ce qui vous empêche de trouver le repos ?» demande Léna. Le remords. Je m'en veux. Je suis mort si bêtement. J'ai fait de ma fiancée une veuve alors qu'elle n'était même pas mariée. J'ai gâché sa vie. Elle l'a passée à me pleurer. C'était une jeune fille si naïve, si tendre. Elle voulait toujours que je lui morde l'oreille. Elle était comme un chiot. Pourquoi dites-vous que vous êtes mort bêtement, mort au champ d'honneur? C'est quand même quelque chose. Oh, vous êtes mignonne. Mais je vous assure que c'était idiot. J'ai très bien vu l'éclat d'obus qui arrivait sur moi.
Il aurait suffi que je me baisse de quelques centimètres, je n'aurais pas eu la tête tranchée. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, un éclat d'obus, ça alors, comme il a l'air coupant. Enfin, vous voyez, ce genre de sornette que se racontent les gens distraits. Je vois très bien, oui. Mais comment savez-vous qu'elle ne s'est jamais remise, votre fiancée? Parce qu'on voit tout de là-haut. Je dis là-haut par commodité, mais en fait, une fois mort, on ne connaît plus ni haut ni bas. C'est la fin du monde physique. Vous voulez dire que les morts voient tout? S'écrie Léna en l'interrompant. Oui, tout. Mais c'est horrible. Je ne vais plus rien oser faire. On voit tout, mais on regarde très peu. C'est fou comme c'est ennuyeux. Vous dites ça pour me rassurer? Pas du tout. Le mensonge, vous savez, c'est comme le haut et le bas, l'avant et l'après. Une fois qu'on est mort, ça n'existe plus. Le tonnerre gronde. Un éclair fend le ciel. Léna frissonne. Vous feriez mieux de rentrer, dit le faisan. Des gouttes de pluie larges comme des soucoupes commencent à tomber, très espacées, très lentement. Pourquoi m'avez-vous parlé? Demande Léna en se relevant. Parce que vous êtes comme était ma fiancée, jeune, douce, naïve et tendre. Léna baisse les yeux sur ses mains trop sèches, ses mains déjà ridées. Je ne suis pas comme elle, lance-t-elle à l'oiseau qui s'envole. Je suis vieille, je suis dure, je suis sceptique et violente. Les gouttes se resserrent. Le faisan, en 3 coups d'aile, a disparu. Léna court vers la maison, traverse le ruisseau sans retirer ses tennis, grimpe la côte de la forêt, le cœur battant si fort qu'il pourrait rompre, un goût de sang dans la bouche. En sortant du bois, elle l'aperçoit sur le perron. Philémon, debout, épiant l'horizon. Il la cherche. Il ne sait pas qu'elle le voit, qu'elle le surprend à attendre parce que, même s'il ne se passe jamais rien ici, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe.